Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. C'est Johan. Je vais pas vous dire que je suis pas heureux de vous retrouver, hein. Ça fait toujours plaisir de retrouver les copains pour parler des Celtics. Mais on va dire que j'espérais et je pense que je ne suis pas le seul qu'on se retrouverait dans des conditions différentes. Nous allons dans cet épisode parler pour la première fois de la saison prochaine. Et comme vous vous en doutez, on espérait que cette discussion arriverait un petit peu plus tard. Mais on y est, c'est comme ça. Donc on va parler de la saison prochaine, mais avant, on va quand même évoquer le sujet dont on n'a pas encore parlé. On va y revenir dans un instant. Mais avant ça, je vais vous présenter mes compagnons du soir. Il y a Pierre. Salut Pierre. Salut à tous. Il y a Hugo avec nous aussi. Salut Hugo. Salut Johan, salut à tous. Et donc le quatuor sera complété par Robin. Salut Robin. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc je vous le disais, cet épisode va un peu ouvrir le dossier saison 2023-2024, mais ça ne vous aura pas échappé, hein, s'il y en a parmi vous qui nous suivent attentivement. On n'a jamais vraiment clôturé le dossier saison 2022-2023. Donc après la défaite des Celtics en finale de conférence, on n'est pas vraiment revenu dessus. Alors il y a eu beaucoup de déceptions, c'était pas évident de se lancer là-dedans, et puis on a eu un peu chacun nos empêchements qui ont fait qu'on n'a jamais trop trouvé le moment. Et puis voilà, bon, la déception est certes toujours là, mais on va quand même s'y remettre. On va pas vous proposer une review de cette finale de conférence après tout ce temps, hein, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais on va quand même en dire quelques mots. Alors pour remettre un peu dans le contexte, hein, ça semble déjà loin. Une première partie de série clairement décevante de la part des Celtics. 3 premiers matchs perdus sans qu'il n'y ait vraiment rien à dire, hein. Il y a pas vraiment eu de match. Le Heat est au-dessus, c'est clair. Les Celtics n'arrivent pas à exister dans cette série. On se prend une correction assez phénoménale dans le match 3. Et puis, il y a un sursaut, il y a un retour, le match 4 où certains pensaient déjà que c'était fini, qu'on allait peut-être se prendre un sweep. Et puis voilà, il y a eu le redémarrage, un match 4 gagné, sans que ce soit, ça n'a pas été un massacre, mais on a clairement gagné, une belle victoire. Pareil au match 5, un match 6 très accroché. On a cru sur la fin que la saison allait se terminer, puis il y a quand même un joli souvenir avec Derrick White qui surgit et qui nous arrache le Game 7 à la dernière seconde. Et puis bon, là on commence à y croire, on se dit que peut-être les Celtics vont être la première équipe à remporter une série après avoir été menés 3-0. En fait on y a cru jusqu'au début du match, hein, puisque l'image assez terrible de Jason Tatum qui va au panier, qui retombe sur le pied de Gabe Vincent, qui se tord la cheville et qui va donc jouer ce match 7 blessé. Alors, est-ce que c'est le tournant de la série? Est-ce que c'est le tournant de cette fin de série? Est-ce que le résultat aurait été différent? Ça, on ne le saura jamais. Mais du coup, JT qui joue blessé, qui livre une performance assez faible et voilà, personne ne step up véritablement pour pallier à ça. Donc le Heat prend l'avantage et ne le lâche plus. Messieurs, je ne sais pas trop de quoi vous aviez prévu de parler, hein. On n'a pas fixé de feuille de route claire pour ce retour sur cette série. On s'est juste dit qu'on l'évoquerait. Donc je vous donne la parole. Qui veut nous donner son sentiment par rapport à cette série perdue? Sur la série en elle-même,
En fait, je trouve que dans le pod de preview face à Miami, on avait quand même plutôt, avec les gars qui étaient là, donc il y avait Hugo et Elias, je trouvais qu'on avait plutôt quand même annoncé la couleur de sur quoi ça allait être. C'est-à-dire que Miami, c'est une équipe qui ne s'invente pas une vie et fait des choses avec les moyens qu'elle a. Et c'est très hiérarchisé, pardon, ça exécute très très bien. Après, ça n'invente rien, il n'y a rien d'exceptionnel. On n'a pas perdu contre une super équipe, enfin, honnêtement, mais par contre, c'est des joueurs qui restent toujours quasiment dans leur registre, avec Jimmy Butler, Bam Adebayo en fer de lance, évidemment, vu que Taylor Hero était pas là. Voilà. Et après, ça a joué simplement. Après, ils ont mis une bonne zone en face qu'on n'a jamais su vraiment trouver les moyens pour attaquer, en tout cas sur les 3 premiers matchs. Ça, c'était quand même un des gros points noirs. Et puis voilà. Après, effectivement, il y a la remontée, etc. La blessure de Tatum, comme tu l'as bien résumé, Johan. Euh, Ce qui est intéressant, en fait, dans la victoire de Miami, moi, ce que j'aime bien, c'est la façon dont ils ont établi finalement une hiérarchie qui est très claire, en fait. Alors que nous, on est plutôt on se veut en tout cas, un ogre à 2 têtes, hein, avec les Jay. Là, c'est Jimmy. Enfin, c'est très clair, hein. Il y a un côté très, très hiérarchique. Et quand ça va mal, on sait vers qui se tourner. Voilà. Et je pense que en fait, ça simplifie grandement aussi quelque part le travail de Spoelstra, hein. Je minimise pas du tout ce qu'il fait, hein. C'est juste que bah du coup, voilà, les choses coulent par essence et puis voilà, après ils exécutent. Donc voilà moi ce que ça m'inspire. Grosso modo, c'est d'autant plus intéressant, notamment par rapport, alors peut-être qu'on va l'évoquer un peu plus tard avec Hugo, je sais pas, mais par rapport aux règles du CBA qui ont changé, à savoir que bah voilà, sur les super teams et tout, ça va être de plus en plus complexe apparemment de les monter, et donc on va se tourner de plus en plus, à mon avis, vers ce genre de montage d'équipe, c'est-à-dire avec une figure de proue et puis après un joueur secondaire très proche du premier, mais vraiment dans un rôle, voilà. Et après, une flopée de joueurs de role-player avec des spécificités très, très, très marquées, quoi. Ok, ouais. Du coup, on reparlera de ça un petit peu plus loin. Hugo, tu veux nous donner ton avis là-dessus? Déjà, pour être tout à fait franc avec tout le monde, j'ai pas vu tous les matchs, donc je suis pas la meilleure personne pour parler de la série, mais en tout cas sur ce que j'ai vu, c'est-à-dire 4 matchs sur 7. Bon, en tout cas, sur les premiers, bon, on a été une équipe vraiment sur courant alternatif, j'ai envie de dire. Ce qui est très, très, très rageant même, parce que je pense vraiment que la meilleure équipe a perdu la série, hein, voilà, sans vouloir être méprisant envers Miami. Je pense que les Celtics c'était une meilleure équipe que le Heat. Maintenant, Miami a eu, comme Pierre l'a dit, a eu le mérite de jouer à un niveau constant sur l'ensemble de la série. Et oui, leur niveau constant était meilleur que le niveau des Celtics comment, je vais dire, pas en montagne russe, mais en gros, leur niveau était pas, notre niveau a pas été finalement suffisant pour, enfin, nos bas étaient vraiment trop bas pour rivaliser. Et ça nous coûte gros. Et après, encore une fois, ce que je regrette surtout sur la série, c'est bon, on va parler du coaching staff un peu plus tard, mais ce que je regrette, c'est aussi la performance de certains joueurs qui sont, en tout cas sur le papier, des joueurs majeurs qui n'ont pas répondu présent sur la série. C'est plus, euh, c'est plus problématique pour moi que de parler du coach qui, pour le coup, et encore une fois, moi je persiste à le dire, fait une plutôt bonne série. Donc voilà, le problème il est plutôt dans l'effectif plutôt que sur le banc.
Ouais, effectivement, on va être amené à reparler du coaching staff. Ok, merci Hugo. Robin, tu veux conclure, ajouter quelque chose? Je sais pas, J'ai pas un point grand-chose à différent. rajouter, hormis le fait Mhm. que, oui, forcément, on est tous déçus. Après, est-ce que, avec le recul, t'es vraiment étonné? Parce qu'au final, ça aura été un petit peu le fil rouge de nos playoffs entièrement. C'est-à-dire un manque de constance et de régularité, euh, absolument sur chaque série, en fait, tout simplement, Mm. hein. Donc là, tu finis par le payer parce qu'il y a une équipe qui en a fait sa spécialité, te faire déjouer et exploiter absolument tout ce que tu allais lui donner, contrairement à ce que Philly aurait pu faire, par exemple. Et au final, bah, tu te retrouves à jouer ces séries dans des matchs 7 qui peuvent pencher d'un côté comme de l'autre. Et ce coup-ci, ça n'a pas penché de notre côté. L'année dernière, ça avait penché de notre côté. Et ce coup-ci, c'est pas le cas. Moi, ce que je retiens de positif, c'est que mine de rien, tu as été plutôt épargné par les blessures sur la totalité de tes playoffs. Et c'est nécessaire pour en ressortir les leçons pour travailler cet été, tout simplement. Donc là, tu as eu tout le monde. Ça fait des années qu'on n'avait pas eu un effectif aussi sain pour une campagne complète de playoffs. T'as cette chie qui tourne un petit peu sur le dernier match, mais enfin, on n'a pas attendu ces playoffs-là pour savoir de quoi attendre de JT. Donc, euh, donc du coup, bah après, place à la suite. Mais le fait d'avoir eu une remontée, etc., ne doit pas masquer le véritable souci. C'est qu'aujourd'hui, on manque de constance et de consistance dans certains aspects, et c'est assez récurrent. Peu importe le coaching staff que tu aies eu, force est de constater qu'il y a un moment où oui, le coaching staff est pour quelque chose, il n'y a pas que. Donc là-dessus, après, je rejoins un petit peu Hugo sur les performances individuelles de chacun. Mais au final, je suis. Ouais, et il y a un moment, si tu respectes un petit peu, entre guillemets, le basket et ce que nécessite euh, euh, le- la gagne, c'est-à-dire de la rigueur et de la concentration ou de la gestion des moments importants, et ben, force est de constater que sur ces plans-là, on a été moins bon que Miami, peu importe le plafond possible de chaque équipe. Ok, bon bah merci Robin. Ouais, bah écoutez, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est vrai que la déception et puis quand même bravo à Miami qui a su tirer son épingle du jeu. Je vous propose de pas s'attarder plus sur cette partie-là. On va être amené de toute façon à reparler de certaines choses dans la partie principale donc de cet épisode. On va parler de l'intersaison à venir donc et de ce qu'on s'attend à voir, de ce qu'on peut espérer. Alors une intersaison qui a déjà commencé, hein, je vous propose d'en faire notre point numéro 1. Hugo parlait du coach, hein, de Joe Mazzulla. Il a ramassé quand même pas mal de critiques. Alors, comme Hugo l'a dit, et je suis assez d'accord, je pense qu'on pourra revenir sur la pertinence de, de ces critiques, mais c'est vrai qu'il a été pointé du doigt. En même temps, c'est facile de pointer le coach du doigt quand quelque chose ne va pas. Sans dire que Mazzulla était parfait, on peut quand même remettre un petit peu les choses en contexte par rapport à la saison, parce que c'est vrai que la saison régulière, surtout le début de la saison régulière, a été excellent. Donc, ça nous a presque fait oublier que c'était un coach rookie cette saison, qu'il a pris le poste de head coach au dernier moment suite à l'affaire Udoka. On pourrait aussi, dans les circonstances atténuantes, rappeler quand même qu'il affrontait en finale celui qui est probablement l'un des meilleurs coachs de toute la NBA aujourd'hui. Et puis, ça saute moins aux yeux, mais il faut quand même le rappeler, il a dû travailler avec un coaching staff qui n'avait pas forcément été choisi, qui a été amputé de membres très importants, alors que ce soit avant le début de la saison, avec le départ de Will Hardy, donc, qui est parti au Jazz, et puis Damon Stoudamire, qui est parti en cours de saison. Je disais que l'intersaison a commencé parce qu'il semblerait que le front office des Celtics ne veuille pas voir ce genre de choses se reproduire. Il y a eu déjà 2 recrutements pour le coaching staff. Alors on peut lire un peu partout que c'est plutôt bon. Donc il y a eu Sam Cassell il y a quelques jours et on a appris aujourd'hui ou hier, je ne sais plus trop, le recrutement également de Charles Lee.
Les gars, éclairez-nous, racontez-nous ce qu'il y a à savoir sur ces deux hommes. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est du gros niveau? Qu'est-ce qu'ils vont apporter selon vous au banc des Celtics? Je peux y aller si vous voulez, les gars. Moi, j'adore surtout la combinaison des deux. J'avoue que j'ai eu un peu peur quand on a signé Sam Cassell. Je me suis dit oui. En fait, Sam Cassell est un bon choix, mais je me suis dit ouais, faut vraiment pas que ce soit le top assistant, enfin le lead assistant. Euh, et, et en fait, le fait de voir Charles Lee arriver, c'est une très bonne nouvelle dans le sens où le gars est un assistant reconnu en NBA, il a été top assistant avec Milwaukee. Il a aussi eu plusieurs rôles à Atlanta, enfin, quand il était dans le staff de Budenholzer déjà à Atlanta. Il a notamment coaché une année l'équipe de Summer League d'Atlanta, qui dans mon souvenir avait plutôt un jeu euh, un jeu que j'avais apprécié. Donc c'est toujours une bonne indication. On se rappelle que notamment à Boston, Mazzulla avait coaché notre équipe de Summer League et pareil, ça avait été un très bon cru. Donc c'est toujours un bon indicateur quand les assistants prennent les équipes de Summer League, de regarder ce qu'ils ont pu faire, etc. Et plus globalement, Charles Lee, ce qui est cool, c'est que il est réputé pour son côté, pour sa facilité à créer des liens avec les joueurs et à souder un groupe. Et je pense qu'on en avait besoin justement l'année dernière, enfin cette saison du coup, parce que on l'a vu notamment dans l'article qui est paru dans The Athletic au lendemain de notre élimination. Finalement, même si globalement la franchise c'est bien, enfin l'effectif s'est bien comporté, il y a quand même eu des moments où il y a eu des petites dissensions. Je pense au moment où Grant Williams notamment est sorti de la rotation. C'est les Jays qui sont allés qui sont montés au créneau, qui sont allés voir Mazzulla pour lui dire de réintégrer la rotation. Donc je pense qu'avec Charles Lee justement, le groupe sera encore plus soudé, ça n'arrivera plus forcément. Et Sam Cassell justement, c'est un bon complément dans le sens où lui, il est plutôt excellent pour enfin en skill development quoi, en gros en coach de skills, donc pour développer les joueurs. Et c'est bien quand on voit notamment les perfs d'un Jaylen Brown, d'avoir un coach qui est vraiment spécialisé dans le développement pour peut-être le remettre dans le droit chemin, ou l'accompagner dans son développement sur certains points du jeu. Ça peut être que bénéfique. Et en plus, Sam Cassell, ce qui est très bien, c'est que bon, il a été All-Star NBA, il a eu une carrière de 15 ans, il a été champion, etc. avec Boston 2008. Donc voilà, on avait besoin d'un mec qui comprend ce que peuvent vivre les joueurs. On l'avait perdu avec Stoudemire justement. On n'en avait plus parce que le seul joueur hormis, enfin aucun de nos membres du staff n'avait atteint la NBA. En gros, on avait Dobbins qui avait joué en France, Mazzulla et tous nos autres assistants qui avaient joué en college basketball, mais personne en NBA. Et là, on retrouve ça, donc ça ne peut être que bénéfique. Ok. Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, sur Chargé, au niveau c'est quelqu'un qui est jeune, hein, il est de 84, donc il aura 40 ans que l'année prochaine. Et c'est quelqu'un qui a en fait commencé en fait une carrière pro en Europe, et donc il a joué notamment en Israël, en Belgique et en Allemagne. C'est pas un gros scoreur ni un gros joueur, et donc assez vite en fait, quand il a eu l'opportunité de coacher, il a saisi cette opportunité-là. Par contre, je trouve ça intéressant en fait, son parcours en Europe. C'est toujours bien d'avoir des gars qui sont ouverts aussi à d'autres choses, qui ont vécu d'autres choses, qui sont ouverts à d'autres cultures. Je pense que ça, c'est un vrai plus aussi, parce que après, on n'a pas beaucoup d'étrangers dans l'équipe, mais bon, sait-on jamais de quoi demain sera fait, on ne sait pas. Donc voilà, c'est toujours, je trouve intéressant d'avoir ce genre de profil-là. Et puis, qui plus est, c'est quand même aussi quelqu'un dont on parlait pour possiblement un poste en tant que head coach avec la valse des entraîneurs qui a lieu actuellement. Donc voilà, enfin, tout le monde a l'air très content. Donc moi, je suis aussi très content.
Et puis sur Sam Cassell, voilà, comme l'a dit Hugo, rien que le fait que de son passé de joueur, de champion NBA, il connaît déjà Boston aussi. Son surnom en tant que joueur, c'est le chinois. Voilà, c'est un joueur qui était capable de prendre feu par séquence. Voilà, donc je pense que les deux, ça peut être assez complémentaire. J'espère juste qu'ils vont pas se dire, il y a peut-être une place à prendre si on savonne un peu la planche, comme on dit dans le jargon, pour passer head coach. Mais normalement, enfin déjà, c'est quand même plutôt bien parti pour reconstruire un coaching staff de qualité, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est rassurant en amont de la saison comme ça de voir que les choses se mettent en place. Robin, bon, les copains ont déjà bien dégrossi le morceau, mais je te laisse peut-être terminer. Ouais. Bah déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on traîne pas. Et Stevens nous a quand même donné l'habitude de travailler assez rapidement pour justement qu'il n'y ait pas trop de moments de latence juste avec les effectifs ou les staffs. Et du coup, je trouve que c'est assez cool de voir une paire de gars là qui arrivent tout de suite pour pouvoir justement travailler d'entrée. Ce que je trouve bien, comme ils l'ont dit, c'est d'avoir un ancien gars qui est allé au bout et qui connaît la maison, et un autre qui est quand même régulièrement dans les têtes de proue pour éventuellement passer être coach. Malgré ce qu'on peut venir, c'est quand même une petite sécurité si on se rend compte que Joe Mazzulla fait pas l'affaire et que ça va pas. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que on a enfin un Joe qui va pouvoir aussi valider son staff, hein. Ça, pour le coup, c'est des recrutements, je pense que c'est obligé qu'il les ait validés. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis après, on verra la suite. Mais pour le moment, en tout cas, ça semble encourageant vu les profils et par rapport aux besoins qui ont été identifiés, un petit peu d'expérience. Et on a un de ces deux gars qui a aussi coaché une superstar qui est allée au bout, hein, comme Giannis. Donc c'est plutôt cool. Bien. Alors, on va pouvoir passer au point suivant. On va parler des contrats qui sont sur le bureau de Brad Stevens et sur lesquels il va devoir se pencher cet été, ou pas. On va en reparler. Il y a deux gros dossiers. Je vous propose de parler tout de suite peut-être du plus gros, hein, c'est celui de Jaylen Brown. On rappelle que Jaylen Brown a été sélectionné cette année dans la All-NBA Second Team, ce qui le rend donc éligible à un contrat Supermax pour la bagatelle de 295 millions de dollars, je crois, sur 5 ans. Alors, il y a encore quelques semaines, j'allais dire on l'espérait tous. Peut-être pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui l'espéraient, parce que ça permettait de sécuriser son avenir chez nous, et puisque du coup, bon, bah, personne ne peut lui offrir mieux. Et puis, bon, que ce soit son niveau global cette saison, et puis des playoffs où il n'a pas été assez bon, hein, bon, disons les choses comme elles sont. On passe souvent, enfin ça arrive qu'on passe pour des détracteurs de Jaylen Brown au trèfle. Moi je le redis, j'aime ce joueur, hein, je prends aucun plaisir à le descendre, hein, et d'ailleurs je pense que c'est pas ce que je fais, hein, j'essaye de rester dans la mesure. Mais Jaylen Brown n'a pas été bon en playoff, il a été encore moins bon en finale de conférence. On n'en a pas trop parlé, enfin je pense que ça a été un peu dit à demi-mot, mais son nom n'a pas été prononcé. Lors du Game 7, quand Tatum se blesse, on aurait pu espérer qu'il hausse son niveau, qu'il prenne le match à son compte, que ce soit lui qui assure, et ça n'a pas du tout été le cas. Et pourtant, aujourd'hui, il peut donc prétendre à un contrat Supermax. Et quelque part, il y a le risque pour les Celtics, s'ils ne lui proposent pas, bon, peut-être pas de le voir partir pour rien, mais en tout cas, la situation derrière serait différente, et l'année à venir serait envisagée d'une toute autre manière. Alors, bon, je vais lancer Hugo sur le sujet parce que je sais que c'est un sujet qui, j'allais dire qu'il affectionne, en tout cas sur lequel il a des choses à dire. Hugo, qu'est-ce qu'on fait avec Jaylen Brown? Ouais, alors, comme je le dis depuis très longtemps, dans l'idéal, en tout cas, je tâterai le marché. J'essaierai de voir ce que les franchises seraient capables
de donner pour Jaylen Brown. Après, encore une fois, je pense que c'est pas ce qu'on fera. On va garder Jaylen Brown. Il y a même allez, je dirais même 90% de chance, limite, si je devais donner une estimation, qu'il soit prolongé. Donc on risque de repartir avec le même schéma. Donc j'espère que cette fois, cet été, au lieu de faire de la natation synchronisée, là, de faire, je sais pas, de la plongée sous-marine avec des haltères, qu'il bossera enfin son handle, parce que là, c'est vraiment catastrophique. On a vu qu'à chaque fois que, euh, que Miami l'emmenait sur sa main gauche, ça finissait en turnover, j'ai l'impression, surtout dans le Game 7. Donc voilà, à un moment, va falloir progresser là-dessus, parce que c'est juste pas possible d'avoir un contrat à 300 millions avec autant de lacunes. Donc il y a des qualités, c'est sûr, il y a beaucoup de défauts malheureusement. Donc je pense qu'on va le prolonger, même si j'aurais espéré qu'on tape les marchés. Après peut-être qu'on le fera, hein. Je suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai bien peur au vu des déclarations de Stevens et au vu de l'amour que porte Stevens à Jaylen Brown, etc. Même de l'amour que porte Tatum à Jaylen Brown, qu'il soit toujours dans l'effectif l'année prochaine, ce qui n'est pas en soi une si mauvaise chose. Par contre, s'il est payé 300 millions, qu'il a toujours le même niveau l'année prochaine, parce qu'encore une fois, je vous invite à regarder ses stats avancées, notamment ses ratings, c'est vraiment pas loin je vais pas dire catastrophique, parce que en fait, il a juste des ratings qui sont neutres, alors qu'avec un joueur sur un contrat max ou quasi contrat max, on s'attend à ce qu'il ait des ratings super positifs. Donc, il va falloir un autre Jaylen Brown l'année prochaine et voilà. Donc, parce que finalement, alors je comprends que voilà, c'est un NBA All Second Team, etc. Mais je pense à 50 millions, ça sera surpayé pour n'importe quelle équipe. Donc voilà. Ouais, après c'est un point intéressant, mais bon, on va par rapport à justement à cette histoire de joueurs, on en parlait en off avec Titouan. On va y revenir dans un moment. Je vais donner la parole à Robin. En fait, moi, en tout cas, je souhaite que ça se clarifie très vite. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, de façon à ce que, encore une fois, on perde pas de temps là-dessus. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Hugo sur l'aspect, en fait, de payer, en tout cas, le niveau actuel de Jaylen Brown à 50 millions. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on va se retrouver à payer pour quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Hein. Soit des fois on paye pour parce qu'on a vu, et dans ce cas-là, on n'a pas trop de soucis. Là aujourd'hui, on est dans une situation où on paye pour espérer voir un jour. Sauf que l'âge avance, les flashs montrés de ce qu'on aimerait sont quand même assez rarissimes, et du coup, ça pose toutes ces questions. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un de toute façon qui va prendre les responsabilités, parce que sur le game set, c'est pas qu'il s'enfuit, il les prend les responsabilités. Il se loupe, c'est tout. Ça arrive, mais c'est pas quelqu'un qui a peur de l'événement, c'est pas quelqu'un qui dira non au rôle qu'on va lui confier. C'est un petit peu ce qu'on lui reproche d'ailleurs depuis quelques temps ici. Et on verra bien. Après, que ce soit le prolonger ou aujourd'hui essayer de le trade dès maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment reconnu dans la NBA pour avoir malgré tout une valeur. Sa valeur changera éventuellement si effectivement tu as un contrat long dessus, mais elle risque aussi de baisser parce que le contrat sera gros. Donc en fait, je pense que sa valeur va très peu bouger, que le contrat soit signé ou pas, personnellement, c'est mon avis. Et du coup, j'ai juste une envie, c'est que ça se règle très vite, parce que s'il y a quelque chose qui m'a un petit peu agacé aussi, c'est ses sorties. Euh, Laisser planer le doute, les trucs, est-ce que je suis bien à Boston, est-ce que le public de Boston si ou ça, etc. Moi, j'aimerais savoir s'il prend son cash et qu'il reste avec nous pour long, ou si, justement, nous, on décide de voir ailleurs. Et après, il faudra voir aussi ce que le marché peut proposer en échange de Jaylen Brown, parce que malgré tout, ça reste un joueur de valeur, et pour qui il faudra se montrer exigeant si tu souhaites une contrepartie. Ouais, ouais. Bah écoute, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que bon, comme c'était on va dire, le sujet, peut-être pas le sujet principal, mais je savais que ça allait être un gros point de notre épisode du jour. J'en ai parlé un petit peu avec Titouan et Elias, donc qui sont pas avec nous. J'en profite
pour les saluer, parce que leur avis m'intéressait aussi là-dessus. Et donc je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Hugo. C'est vrai que en tout cas c'est l'avis de Titouan, c'est ce qu'il avançait lui. Ce salaire qui donc peut sembler énorme pour Jaylen Brown l'année prochaine s'il est bien signé en contrat Supermax, certes il semble énorme et ça peut sembler surpayé, mais il fera peut-être moins peur d'ici 2 ou 3 ans parce que le cap augmente, hein, les contrats max et Supermax sont basés sur un pourcentage du cap, donc il va y avoir de plus en plus de contrats dans ce style, surtout qu'avec la nouvelle règle comme quoi pour être éligible au Supermax, il faut avoir reçu une récompense individuelle ou être sélectionné dans une team All-NBA. Avec cette nouvelle règle donc qui impose d'avoir joué un minimum de 65 matchs pour être éligible, il arrivera très certainement qu'il y ait des joueurs comme Jaylen Brown en fait, c'est-à-dire qu'on considère pas spécialement comme étant des joueurs qui méritent un Supermax et qui se retrouveront à l'avoir parce que les places seront laissées vacantes, on va dire, par des joueurs qui auront été absents. Donc voilà, l'avis de Titouan, c'était de dire que certes, le montant peut paraître presque choquant, mais que ça va être de plus en plus le cas. Et lui, à ce niveau-là, il n'est pas inquiet pour la valeur du trade si Jaylen Brown venait à recevoir ce contrat et qu'il ne reste pas forcément jusqu'au bout. Et Elias donc qui nous disait qu'il n'était pas et donc là je reviens sur ce que tu disais Robin, il n'est pas totalement fermé à un trade cet été, mais il pense, il dit que s'il y a une belle opportunité pourquoi pas, mais par contre il disait, je trouvais ça intéressant, ça rejoint un peu ce que tu disais, qu'il ne voit pas trop en fait comment on pourrait ne pas être perdant en faisant ce trade tout de suite, parce que Jaylen Brown malgré tout ça reste un joueur très important de notre effectif et avec Tatum qui rentre dans son prime, est-ce qu'on peut prendre le risque entre guillemets de lâcher ce binôme maintenant et de prendre le risque de devoir entre guillemets reconstruire enfin voilà, c'était que tu fasses l'un ou l'autre, ça représente un risque, hein, de toute façon. Soit tu prolonges et tu te finis on est bien d'accord, mais parce qu'il la atteint pas son niveau. Soit si c'est un petit peu justement ce qui rend la situation complexe, c'est que quoi que tu fasses, tu prendras un risque. Et on y est. Après, c'est le lot de toutes les équipes qui veulent rester au sommet et qui visent les sommets. Faut pas non plus qu'on se dise qu'on est les seuls à avoir des choix un petit peu compliqués sur nos free agency. Là pour le coup, ouais, ça va être compliqué quoi que tu fasses. Après, de toute façon, 50 millions, ça t'oblige d'être au minimum quasiment élite dans un aspect du jeu, ce qu'il n'est pas. Ça, aujourd'hui, c'est factuel. Peut-être qu'il peut le devenir. Moi, je suis un peu pessimiste. Ça n'empêche que ce serait pas le premier à me faire mentir. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est dans l'inconnu. Et tu vas payer pour de l'inconnu. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on va dire que quand tu prends un risque, celui de la continuité est peut-être moins dangereux. Enfin bon, après tout se discute. Du coup, je vais donner la parole à Pierre, hein, qui ne s'est pas encore prononcé sur le sujet par rapport à tout ça, à l'avis des présents et des absents. Et puis pour que tu nous donnes aussi ton avis à toi, Pierre, on t'écoute. Moi, mon avis à moi, il serait plus proche d'Hugo, honnêtement, parce que Hugo a pointé sur Handel. Moi, ce qui me rend fou, c'est un truc en plus je comprends pas, parce que ça a l'air d'être un garçon plutôt très intelligent, très cortiqué dans la vie de tous les jours, etc. Sur un terrain, je le trouve abominable. Enfin, en playoff, là, je l'ai trouvé, mais sur ses choix de passe, les qualités de passe, c'était vraiment, c'était. Enfin, j'ai des joueurs en département qui font ça, je les trucide en fait. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Voilà. Et alors, mais après, à côté de ça, je suis aussi assez convaincu qu'on va quand même plutôt le garder. Donc, en tout cas, que la franchise va faire ce choix-là pour les raisons que Hugo a données, justement, parce que effectivement, c'est un peu le besties de JT.
Donc ça la foutrait mal de se séparer comme ça, etc. Donc voilà. Après, je parlais plus moi c'était plus par rapport au risque que vous avez évoqué là. C'est plus que le risque financier aussi, ce que ça implique en fait, qui moi me gêne, hein. Parce qu'avec les nouvelles règles du CBA, grosso modo, en fait, ça peut aussi t'obliger à garder tes pics, donc tu as beaucoup moins d'assets d'un coup, et puis tu peux plus non plus dépenser. Il y a un moment donné où la NBA là dit, alors c'est pas un hard cap vraiment, mais ça y ressemble quand même beaucoup plus que ce que c'était avant, où on a l'impression que, un peu comme les Warriors, on pouvait être avec des 190 millions de masse salariale et ça posait pas de problème du moment qu'on payait le luxure et les taxes. Ça va plus être trop possible en fait. Donc ça va être, c'est pour ça que je pense qu'il faut. J'ai mis en avant aussi la façon dont le hit était construit parce que je crois que de plus en plus les équipes NBA vont se tourner vers ça et plus des monstres à 2 ou 3 têtes en fait. Donc voilà, moi c'est un peu mon point de vue. Je serais pas, voilà, après on va certainement le garder. Ça reste un joueur qui a des qualités. Après, moi là où je suis excédé, c'est que j'ai l'impression que ça fait 2 saisons qu'il progresse pas, quoi. Donc voilà, c'est ça que je trouve dommage. Et concrètement, face à Jalen Brown, tu mets une zone en place, il est perdu, hein. C'est quand même un peu la caricature du basketteur américain, Jalen Brown. Bon, voilà, moi c'est ça qui me gêne un peu. Après, si t'as les Jays, t'es sûr d'aller en playoff, quoi. Donc c'est ça aussi le truc. C'est ce que tu perds d'un côté, tu le regagnes de l'autre, etc. Donc ça se discute et puis ça dépend de ce que tu peux avoir en contrepartie, effectivement. Et, moi, je reviens juste sur ce que tu dis, Pierre. Pour moi, c'est même pas qu'il progresse plus depuis 2 ans, c'est qu'il régresse carrément. Franchement, hein. Alors, je comprends qu'il a blessure au poignet là d'il y a 2 étés. Enfin, quand on perd contre Brooklyn en playoff, il était blessé au poignet sur la fin de saison. Donc, il y a eu ça et ça l'a empêché de travailler, en tout cas sur son jeu pendant l'été. Donc ça, je veux bien comprendre. Mais par contre, l'été dernier, j'attendais à ce qu'il y ait un vrai step en avant de Brown et j'ai pas eu l'impression qu'on ait eu malheureusement. Et pour revenir aussi sur ce que Titouan disait, alors de ce que j'en ai compris, parce que bon, j'ai pas parlé de ça avec lui, donc je sais pas exactement si je veux bien retranscrire ses propos, mais si j'ai bien compris, c'est que en gros, il pense que le contrat de Jalen Brown va paraître un peu plus digeste dans le temps. Si j'ai bien compris. Bon, au final, pas tant que ça, parce que le contrat, en tout cas le contrat max que pourrait signer Jalen Brown, est indexé en fait sur le cap. Donc quoi qu'il arrive, ça restera toujours 30% ou 35% du cap. Je pense que c'est 30%. Ouais, c'est 30%, donc un peu moins d'un tiers du cap. Mais au final, ça restera toujours la même chose parce que c'est indexé sur le cap, ça progresse en même temps que le cap. Donc finalement, je suis pas d'accord avec cet argument parce que ce sera toujours la même chose dans le salary cap. Donc encore une fois, pour moi, c'est vraiment très très risqué de faire ce truc et honnêtement, c'est pour ça que je serais d'avis de tâter le marché et je pense que honnêtement que Jalen Brown avec justement parce que nous on regarde les matchs des Celtics, nous on regarde, on voit des choses et j'ai l'impression que des fois sur Twitter des gens ne voient pas les mêmes choses que nous. Et il y a même certains front office, quand je vois par exemple une franchise, bon, pour le coup, elle est en finale NBA, mais une franchise signée quelqu'un comme DeAndre Jordan, alors que le mec est juste le pire joueur NBA depuis 3 ans, je me dis qu'il y a des franchises, je sais pas vraiment si parfois ils regardent tous les matchs. Donc, il y a moyen de vendre Jalen Brown de le marketer à fond en mettant en avant ce côté All-NBA Second Team et franchise player, etc., pour essayer d'appâter une franchise, parce que je suis persuadé que même s'il a plus qu'un an de contrat, il va avoir une valeur de fou, parce que un joueur, encore une fois, du niveau de Jalen Brown, en tout cas du niveau supposé de Jalen Brown, qui a, je sais plus, 26 ans et 97, donc oui, il doit avoir 26 ans,
avec la possibilité de le re-signer pour longtemps. Bon, certes, ce sera pas sur le même contrat, mais ça court pas les rues et l'opportunité, elle est assez rare. Donc, je pense que l'offre qu'on pourrait récupérer serait quand même assez big, même si, encore une fois, je pense que c'est pas le cheminement qu'on va suivre. Je pense qu'on serait pas si perdant que ça. Ok. Bon, est-ce que Pierre peut-être ou Robin, est-ce qu'on finit quelque chose à ajouter là-dessus? On passe à la suite? Yes, la suite. Allez. Alors, la suite, bah, c'est le deuxième dossier brûlant sur le bureau de Brad Stevens, et c'est celui de Grant Williams. Alors, Grant Williams, je me souviens en début de saison, quand on faisait les premiers épisodes en début de régulière, où on parlait de lui en se disant qu'on allait devoir lui donner un contrat à pas loin de 20 millions la saison. Hein. Il a fait un début de saison assez extraordinaire. Et puis, bah, ça a été beaucoup plus difficile par la suite, hein, à un tel point qu'il a fini par carrément sortir de la rotation. Alors, comme le disait Hugo tout à l'heure, on a vu que apparemment les Jays ont insisté auprès de Mazzulla pour le ramener, en insistant sur son importance, sur ce qu'il pouvait apporter pendant les playoffs. Il n'a pas beaucoup joué d'ailleurs au début des playoffs. Alors bon, on a évoqué la match-up avec Atlanta, et puis contre Philadelphie, si je dis pas de bêtises, il joue pas le premier match et puis il rejoue. Enfin bon, il est revenu, il a joué son rôle. On a vu des matchs où il a montré de très bonnes choses, hein, que ce soit défensivement, que ce soit au scoring. Parfois, il a montré par moment qu'on pouvait s'appuyer sur son adresse à 3 points. Et puis, bah, il y a eu d'autres matchs où ça a été quand même moins évident. Allez Pierre, du coup tu as parlé en dernier sur celle d'avant, donc je te lance en premier sur celle-là. Qu'est-ce que tu en es où toi sur le sujet Grant Williams? C'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'il va demander. C'est l'éternelle question en fait. C'est savoir combien il veut et ce que tu es capable de proposer. Et puis en fait, il y a aussi une autre question, c'est que j'ai pas l'impression, en tout cas, pour le coup, là, si on a peut-être un truc à reprocher à Joe Mazzulla, c'est peut-être ça. C'est peut-être justement sa gestion de Grant Williams sur l'année, pas que sur les playoffs, hein, vraiment sur l'année. Merci. Et j- donc, est-ce que Joe Mazzulla le veut déjà? Donc, ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas. Euh, et puis après, à partir de là, une fois que tu as répondu à cette question-là, c'est combien tu es prêt à lui donner. Euh, il a sorti 2 premiers mois qui étaient vraiment de très très bonne facture. Après, il s'est éteint et je pense qu'après, il a eu du mal à revenir, mais il n'a pas été aidé non plus. C'est-à-dire que la force d'être benché, c'est quand même assez spécial quand tu es mis sur le banc et de sortir à un coup d'être bon, c'est aussi une pression, quoi. Pour un jeune joueur, c'est pas forcément évident. On rappelle qu'il est quand même pas très vieux, hein, Grant Williams. Donc voilà, j'ai pas trop aimé comment il avait utilisé en fin de saison, enfin plutôt non utilisé alors qu'il était pas bien et que les matchs n'avaient pas une grande valeur. Peut-être l'occasion aussi de relancer un peu tes mecs. Mais lui, il a quand même enchaîné les DNP, les machins, etc. Donc voilà, je sais pas du tout là pour le coup ce que Boston va faire. Parce que en même temps, je me dis qu'il y a bien une franchise qui va lui proposer 20 millions quoi. Sur ça, je le vois gros comme une maison. Donc est-ce que tu t'alignes sur cette offre-là? Pas sûr, mais en même temps, est-ce que tu as le choix? C'est ça aussi. Donc c'est vraiment c'est un sujet très très épineux. Grant Williams, il a parié sur lui. Il a fait ce choix-là en fin de saison. Enfin, en septembre dernier, on a su qu'il y avait eu des négociations, qu'il n'y avait pas eu d'accord de trouver. Donc voilà. Ça va se jouer là, hein, donc, mais je n'ai aucune idée de la direction que ça va prendre. Je ne sais pas du tout. Et oui, parce que c'est sûr qu'avec
avec un Horford vieillissant et puis bon c'est pas le même poste, mais on va dire que si on parle de notre secteur big, la raquette, Rob qui est sujet aux blessures, si tu te prives aussi de Grant Williams, ouais ça commence à devenir compliqué à moins de le remplacer tout simplement. Robin, je vais te garder pour la fin, je vais donner la parole à Hugo. Bah, moi, je suis très très partagé sur son cas. Je m'en suis jamais caché. Enfin, en tout cas depuis janvier. Euh, Comment dire? Je suis d'accord avec Pierre sur le fait que Grant Williams a sorti un excellent début de saison qui était justement dans la lignée de son excellente campagne de playoff de l'an passé. Malheureusement, depuis janvier, il faut le dire, il a vraiment pas été bon, quoi. Et à chaque fois qu'on a essayé de le relancer, il n'était pas bon. Bon, hormis sur quelques matchs, si on veut pinailler. Et en playoff, à chaque fois qu'on a essayé de le lancer, excusez-moi, mais il n'a pas été flamboyant non plus, hein. Il a fait un bon match contre Philly. Les deux bons matchs contre Philly. Le reste du temps, c'était moyen. Contre Atlanta, il a été utilisé avec parcimonie. Et contre le Heat, honnêtement, je l'ai vraiment pas trouvé bon, même si encore une fois, visiblement, il était blessé. Donc d'ailleurs, il s'est fait opérer là je sais plus si c'est la main ou le poignet, mais il a été opéré. Donc peut-être qu'il y avait cette gêne-là et peut-être que ça explique une partie de ses performances. En attendant, moi je peux pas blâmer Joe Mazzulla de pas avoir utilisé Grant Williams vu ce qu'il avait montré depuis janvier. Parce qu'encore une fois, il n'a pas été sorti de la rotation tout de suite, hein. Il y a eu un bon mois de performance, un mois et demi même de performance moyenne avant qu'elle soit sortie de la rotation. Donc à un moment, quand le gars que tu mets sur le terrain, qui en plus a une grosse minute, ne répond pas présent, bah, je peux comprendre que tu sois mis de côté. Après, encore une fois, euh, pour revenir sur la question contractuelle qui est ta question, Johan, c'est vrai que c'est un cas épineux parce que finalement, on est dans une situation où on joue le titre, donc en tout cas, potentiellement, on joue le titre, donc on peut pas se permettre de perdre un joueur qui serait en tout cas amené à être un role player majeur. Maintenant, est-ce que payer un grand Williams à, je sais pas, 15-20 millions à saison? Je sais pas. Donc, c'est une question qui mérite réflexion. Je pense qu'au final, on risque de s'aligner sur toutes les offres. Par contre, il y a vraiment une offre une franchise un peu, je sais pas, comme Orlando, ou comme ça. J'ai vu dans les rumeurs d'Orlando. Mais s'il y a une offre d'une franchise un peu voilà qui a du cap, etc., et qui nous fait une offer sheet, pas sûr qu'on s'aligne sur le cas Grant Williams. Donc c'est vrai que ça va être une des questions de l'été. Moi personnellement, quoi qu'il arrive, finalement, je serais pas bon, si on devait libérer Grant Williams, c'est sûr que ça serait une perte, mais ça serait pas non plus rédhibitoire. Bon, très bien. Ben, je pense qu'il y en a un qui va pas forcément être d'accord là-dessus, donc donc Bah, on va lui donner la parole. Vas-y, Robin. en fait, si tu veux, j'entends ce qui est dit, mais c'est pour moi le principal reproche que je fais à Joe sur cette année, c'est cette gestion pour la simple et bonne raison que je trouve que l'échantillon qu'on avait de Grant Williams sur certains rôles était suffisamment important et suffisamment bon pour que tu laisses passer l'orage d'une contre-performance en fait. Et en fait, je trouve qu'on a utilisé Grant Williams comme on utilise un vétéran, c'est-à-dire sois bon quand on t'appelle, et puis on t'appellera quand on t'appellera. Sauf qu'aujourd'hui, bah effectivement, Pierre l'a dit, c'est un jeune joueur qui est encore dans un développement, etc. Et en plus, on l'a pas toujours utilisé sur les mêmes rôles, je trouve. Donc du coup, moi c'est ce qui me gêne un peu, c'est-à-dire que vu ce qui avait été montré et l'importance qu'il avait réussi à avoir sur des runs de playoff ou même sur son début d'année, je ne comprends pas pourquoi il a eu ce traitement. De là à carrément sortir de certaines rotations en playoff, je trouvais ça assez aberrant pour le coup. Que après tu l'utilises en fonction des match-ups par parcimonie, etc. Mais
Mais de là à avoir des matchs où il jouait pas, tout ça, là-dessus, pour le coup, j'étais pas du tout d'accord avec cette gestion-là. Après, quelque chose qui va jouer un petit peu contre nous, entre guillemets, c'est que la free agency est assez pauvre, je trouve. Et du coup, il risque d'avoir des offres qui sont assez conséquentes. Maintenant, moi, vu le profil de joueur que c'est et l'importance que ces profils-là ont pour des équipes qui jouent le titre, j'aurais tendance à m'aligner quasiment jusqu'à 20 millions. Allez, s'il pouvait avoir le contrat de Vavan, ça m'irait par exemple. Mais après, c'est pareil. Il faut aussi que lui, il ait envie de jouer avec Joe et il faut savoir un petit peu leur relation qu'ils ont à l'heure actuelle. C'est un mec qui est backup par ses leaders, donc c'est déjà plutôt bon signe pour le coup. Et puis après, je pense que c'est aussi à partir du moment où tu payes pour un joueur comme ça, c'est un vrai rôle point barre. Peu importe qu'il soit bon un mois ou pas un mois, c'est le rôle, il est défini et l'utilisation, elle en découle, quoi. Moi, c'est plus ça que j'ai reproché. Après, s'il a pas envie de l'utiliser, il passe le paysage et puis après tu le trades, quoi. Et oui, ça c'est des informations qu'on n'a pas. Hugo. Je suis d'accord justement sur ce point avec Robin, sur le fait que oui, si on le re-signe, on le met dans un rôle et ça bouge pas. Ça, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Par contre, encore une fois, pour revenir juste un peu sur cette année, moi, je vais répéter ce que j'ai dit, mais je pense que blâmer Mazzuna sur ce point, c'est un peu dur dans le sens où en fait, Sam Hauser donnait plus que Grant Williams. Donc à un moment, faut aussi être rationnel, même si Grant Williams c'est un bien meilleur basketter que Sam Hauser et il apporte beaucoup plus que Sam Hauser. Mais en tout cas, à l'instant où il a été sorti de la rotation, Sam Hauser apportait plus. Donc je peux comprendre ce point de vue totalement rationnel. Après, c'est sûr que bon, je pense que la rotation, j'allais dire, la relation est pas totalement brisée et je pense que s'il doit revenir, il reviendra. Mais oui, en tout cas pour l'année prochaine, moi je dis attention parce que si on le signe, je sais pas, entre 16 et 20 millions, s'il sort une année comme ça, pas sûr qu'il soit facilement tradable, ou en tout cas tradable sans qu'on donne des assets, et on y reviendra un peu plus tard quand on parlera notamment de la draft. On est actuellement dans une situation où, comme l'a dit Pierre, justement, le cap va se durcir un peu. Donc on est dans une situation où en fait, chaque choix de draft maintenant va être capital, et en particulier les premiers choix. Donc bon, cette année, on n'en a pas, même si on a un choix 35 qui est un peu un premier tour déguisé. Mais, on a tous nos choix tous nos premiers tours de draft à compter de l'année prochaine et ça va être ultra important de bien drafter vu notre situation salariale. Donc, je suis pas sûr que signer un Grant Williams qui, encore une fois, s'il fait une année moyenne, sera tradable forcément, mais peut-être avec un asset. Je suis pas sûr que ce soit une utilisation optimale, même si, encore une fois, s'il sort une saison allez, comme son début de saison l'a laissé augurer, là, dans ce cas-là, ça sera largement OK niveau value sur ce contrat entre 16 et 20 millions. Après, c'est quelqu'un, je persiste et signe, qui s'aligne en fait aux performances et à la forme de ton équipe, par sa nature, par sa façon de jouer, etc. Et à partir du moment où ton équipe est fonctionnelle, eh ben, tu découvres, tu as ton Grant Williams que tu as envie. Et à partir du moment où ton équipe déraille, bah, c'est quelqu'un qui ne trouve plus sa place. Vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir ce rôle pour lui, d'utiliser un petit peu ce passing que je trouve qu'on n'utilise pas du tout chez nos bigs, ou en tout cas pas assez, par rapport à la qualité qu'on a sur notre roster. Et moi en tout cas, je tenterais vraiment ce pari-là parce que je trouve qu'il y a des indicateurs qui trompent pas. Le fait que malgré tout, c'est un mec qui a été plébiscité par absolument tout le vestiaire, sa façon de gérer les choses et tout. C'est un mec qui est à l'endroit dans sa tête. Et je pense que c'est beaucoup plus simple et de payer des gens comme ça plutôt que redrafter ou aller chercher encore d'autres trucs et tout. Là, on a quelqu'un qui connaît la maison, qui vaut le coup, sur lesquels bah, tu as aussi des bird rights.
où tu as la main mise sur son développement complet. Et je trouve que là, pour le coup, on a un petit peu jeté 2-3 mois à la poubelle. Ok, bon, alors, maintenant que ces deux gros dossiers sont passés, on va se tourner vers notre dernier point qui va être en gros, quels sont les mouvements qu'on peut peut-être attendre dans l'effectif et du coup, comment est-ce qu'ils peuvent arriver? Alors bon, il va y avoir la free agency. Hugo parlait de la draft tout à l'heure, donc c'est vrai qu'on a le 35e choix. Alors tu vas nous expliquer peut-être pourquoi tu disais que c'était un premier tour déguisé. Est-ce qu'il y a quelque chose à espérer à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un bricolage à faire avec ce pic de draft? Et puis il y a d'autres choses qui ont circulé, hein. On pense par exemple à Peyton Pritchard. On a vu passer plusieurs fois qu'il y avait de très fortes chances qu'il soit plus chez nous l'année prochaine, que ce soit au niveau de son rôle et puis aussi de l'intérêt qu'on peut avoir pour lui dans l'effectif. Il y a le nom de Malcolm Brogdon aussi qui a pu être un petit peu évoqué parce que bon, certes, il finit, il fait 6e homme de l'année cette saison et c'est très bien, mais on a quand même pu voir ses limites en play-off malgré le fait qu'il était apparemment blessé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant? Qu'est-ce qui doit se passer selon vous? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Pierre. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'on peut espérer ou de quoi on pourrait avoir besoin? Comment, pour toi, qu'est-ce qu'il faut changer, quoi? Ouais, au niveau de l'effectif, moi je trouve que, j'ai toujours dit que cette année il manquait d'un ailier supplémentaire. Je trouvais que vraiment ça manquait. Alors oui, on a ce qu'il faut sur les postes 1 et 2, c'est très bien. Mais de temps en temps, avoir un mec qui puisse un peu, pas prendre le relais, mais apporter un peu quelque chose d'autre que Jalen et Jason, ça peut être pas mal pour les faire souffler un peu. Moi, je trouvais que ça avait un peu manqué. Et puis, l'autre truc aussi, on l'a bien vu en playoff, c'est avoir un deuxième pivot rim runner, rim protector. Le problème étant, c'est que ça court pas les rues non plus. Donc voilà, pour moi, c'est un peu les deux profils qui me manqueraient pour compléter cet effectif, amener un petit peu encore, un peu plus, en tout cas, de profondeur. Même si sur le poste d'ailier, Sam Hauser a par moment montré des choses assez intéressantes. Après, il est quand même très limité en défense, mais ça on le savait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc voilà, un peu ce que j'espère. Après, sur les joueurs qui vont partir, Peyton Pritchard mériterait quelque part d'avoir un rôle un peu plus grand, pas à Boston parce que c'est compliqué, mais ailleurs dans la ligue, oui, très clairement. C'est un peu. Après, il a juste dit, je crois, oui, que c'est ce qu'il espérait quelque part. Bon, on peut l'entendre, hein, parce que il a été relativement peu utilisé lui aussi toute cette saison. Donc, il doit avoir un peu des fourmis dans les jambes. Donc, voilà. Après, quid des Blake Griffin, des Cornets, à voir aussi. Et puis, l'autre chose aussi qui est importante à notifier, peut-être, si vous n'avez pas suivi l'évolution des règles du CBA, c'est que l'année prochaine, on aura le droit, normalement, à 3 two-way par équipe. Donc ça peut changer un peu la donne sur comment tu draftes et les joueurs que tu prends. Et surtout, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, c'est les signatures post-draft. Vous savez, quand la draft est finie, les mecs qui n'ont pas été pris, quelquefois ils signent dans des équipes, etc. C'est d'ailleurs comme ça qu'on avait récupéré Sam Hauser à l'époque. Donc voilà. À voir un peu, mais pour moi c'est un peu ce qu'il faudrait cibler entre guillemets, c'est apporter un peu plus
de densité physique et athlétique, on va dire. Ok. Robin? Moi, avec. Déjà, je serais pour le développement de nos joueurs déjà qu'on a. Donc, on fixe Grant Williams, qu'on fixe Hauser. Faut pas oublier aussi qu'il y a Gallinari qui va revenir quand même. Donc, du coup, le profil Hauser, moi, me plaît et je le trouve jouable. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu as des gens qui sont en finale NBA et qui jouent avec un Duncan Robinson ou avec un Michael Porter Jr. Donc, enfin, je pense que c'est un profil qui vit très bien off-ball et qui nous permettrait peut-être plus souvent, s'il était sur le terrain, de pouvoir attaquer certaines zones grâce à des jeux sans ballon. Parce que je trouve que c'est quand même assez statique et en plus qu'il n'y a pas besoin de. Enfin, vraiment, tu as un rôle, quoi. T'es pas dilué dans des choses. On parlait de hiérarchie tout à l'heure, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais voir beaucoup plus chez nous. Après, au niveau des drafts et des trucs comme ça, je suis pas assez calé cette année pour vraiment avoir mon avis. J'ai plus envie, effectivement, soit d'un petit ailier à développer, soit d'un rim prod, comme Pierre l'a dit. D'accord. Allez, du coup, je vais donner la parole à Hugo parce que lui, peut-être qu'il a quelque chose de plus complet à nous apporter à ce sujet-là. Alors moi, je suis d'accord avec mes camarades dans le sens où oui, c'est vrai qu'on a besoin d'un ailier et d'un rim protector, mais je vais peut-être en étonner certains, mais je vais totalement prendre le contre-pied. Alors moi, personnellement, je pense que Peyton Pritchard sera tradé le soir de la draft, dans le sens où, déjà pour bon et loyaux service, on lui doit bien ça, je pense. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il est dans l'effectif. Ouais, c'est la draft 2020, la draft Covid. Donc ça va faire 3 ans qu'il est dans l'effectif. Ça fait 3 ans qu'il a un petit rôle. Donc à un moment, il va falloir accepter notre défaite, si je puis dire, et le trader. Le trader, je pense qu'il y a plusieurs franchises qui seraient intéressées par un Peyton Pritchard. Je regarde notamment lors de la draft, je vois qu'il y a Utah qui est en 28. Pourquoi pas faire un package le 35 plus Peyton Pritchard contre le 28, même si ça fait vraiment très overkill comme package, mais voilà, de toute façon, on n'obtiendra pas grand-chose de Peyton Pritchard seul. Autant s'en servir, je pense, pour monter sur de la draft. C'est le scénario qui me paraît le plus probable. Et j'ai envie moi, dans cette draft-là, en tout cas, je comprends l'attrait pour les intérieurs. Il y en a certains que j'aime bien, mais je pense que les 2-3 que j'aime vraiment bien seront partis avant. Ou alors ceux que j'aime un peu moins seront disponibles en fin de draft, voire non draftés. Donc, euh, donc voilà. Donc je pense qu'on pourra les prendre à ce moment-là. Mais donc j'ai envie plutôt moi de me diriger sur un garde. Parce que je pense que l'effectif a aussi besoin de garde, de talent. Parce que voilà, Brogdon, moi personnellement, je vais développer mon point plus tard, mais je pense que s'il y a un gars dans l'effectif à trader cet été, ce sera plutôt lui. En termes de contrat et en termes de limites affichées cette année, je pense que c'est le premier, c'est le domino. En tout cas, si c'est pas Jalen Brown, si on doit restructurer l'effectif, ça serait pour moi le domino à faire sauter. Je pense que White est plutôt dans un rôle, en tout cas on l'utilise plutôt dans un rôle pas vraiment de porteur de balle, mais plus dans un rôle de liant, si je puis dire. Et Darius Smart, finalement, hormis les Jays, j'ai envie de dire, ça me fait mal de dire les Jays, hein, hormis Tatum, parce que Brown, on a vu que c'était très très limite, mais on a personne qui est capable voilà, vraiment de créer du jeu. Et je pense qu'à la draft, il y a plusieurs joueurs qui seraient capables de le faire. Donc moi, j'explorerais bien un garde un peu complet. Donc, tu comptes pas sur notre rookie qu'on a drafté l'année dernière. Pour toi, c'est pas assez bon. Je me rends pas bien compte, mais. Pas du tout, là. Honnêtement, sa saison en G-League est. Alors, il fait des stats, mais sa saison est vraiment moyenne, voire très Ouais. moyenne pour moi. Donc, je pense qu'il a. L'année prochaine, c'est un deuxième two-way. Ou si quelqu'un signe, bon débat, mais non, Ok. c'est beaucoup trop tôt.
Et comment, puisque là, comme ça, j'y pense, Kabengele, du coup, sa saison, bon, rien à voir avec le sujet, mais puisqu'on parle de No Two Way. Bon, sa saison correcte en G-League, mais visiblement pas assez pour espérer la NBA. Donc, je pense que on essaiera de lui proposer un deuxième tour. Ah non, je crois qu'il est plus éligible au tour, justement. J'ai un doute, mais il me semble que non. Donc, je pense que on va le laisser partir et on va voir si lui continuera en G-League, je sais pas. Mais je crois qu'il a déjà fait 2 tours dans d'autres équipes, donc il me semble qu'il est plus éligible. Ok, bon. Bon, bah écoutez, messieurs, je pense qu'on s'approche de la fin de cet épisode. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas encore vu? Qu'on se fixe sur Robert Williams aussi. Je pense que moi, sur la preview d'avant nos playoffs, on avait parlé donc d'être favori ou en tout cas d'être contender, etc. Et je ne voyais pas gagner sans un grand Robert Williams. Forcé de constater que on l'a pas eu, mais je trouve que quand même toute l'année, nos schémas défensifs, etc. n'ont pas été optimales par rapport à ce que lui sait faire. C'est quelqu'un que j'attends vraiment au tournant sur l'année qui va arriver parce qu'on sait qu'il a pas eu de camp d'entraînement cet été. On avait parlé d'une baisse de mobilité qui était quand même une de ses grandes forces, etc. Et j'aimerais voir un petit peu comment ça va se passer cet été pour lui parce que déjà que son côté injury prone est assez handicapant malgré tout. Mais si en plus il n'arrive pas à avoir l'impact qu'il avait l'année dernière en tant que lawman et qu'il n'arrive vraiment pas à avoir d'autres rôles, par exemple sur pick and roll ou en drop, et je pense que du coup son plafond risquerait de baisser. En tout cas, ce qui peut nous faire atteindre risquerait de baisser. Je suis toujours assez confiant sur le fait qu'il peut revenir, mais je pense que vu que c'est un joueur plus d'instinct que cérébral, il a besoin de camp d'entraînement. Donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu le travail qui va être fait. Et j'aimerais bien notamment que le travail qui soit fait soit autour des 2 Williams sur l'année qui va suivre. Moi, j'aimerais vraiment qu'on bosse là-dessus, qu'on soit fixé ou pas. Hein, je peux me tromper, bien sûr, mais ce serait mon souhait. Ouais, après, pour enchaîner sur les autres inconnus, ça va être le retour de Gallinari. Enfin, déjà, lui, il a une player option, si j'ai pas de bêtises. Savoir à quel niveau il va revenir, parce que ça, on n'en a aucune idée. Est-ce qu'il va être déjà apte à rejouer au basket? On ne sait pas non plus. Il devait revenir peut-être en fin de saison. Finalement, il n'est jamais revenu. Voilà, donc ça peut être aussi selon comment ça a évolué, son retour, etc. Ça peut aussi, mine de rien, un peu conditionner ce qu'on va être en mesure de donner à Grant Williams. Si on se dit que lui peut prendre tous les soirs 10-12 minutes, ce qu'avait de, de Grant, peut-être que les Celtics vont pas s'aligner sur une offre qui nous paraîtrait moyenne. Donc, je sais pas. Ça aussi, ça va être quelque chose à surveiller. Après, bon, voilà, c'est un joueur expérimenté à l'international. Donc, à voir, mais ça pourrait aussi changer pas mal de choses. Donc, ça, j'ai aussi envie de voir ce qu'on va faire avec ce dossier-là. Oui, alors du coup, je rebondis là sur ce que tu dis, même si je comprends je comprends la théorie, mais on parle quand même d'un joueur qui a, alors je suis pas certain, mais il a quoi, 37 ans, Gallinari? 36 ans? 34, je crois. Je sais pas. Ouais, Ah, il a que 34? ouais, il est pas si vieux que ça. Ah d'accord, pardon, bah, c'est moi qui le vieillis, ok, autant pour moi. Bon, alors 34 certes, mais bon, on va dire qu'il est quand même peut-être pas en fin de carrière, mais on s'approche grandement de la fin, alors que pour Grant Williams, c'est un joueur sur lequel tu peux miser pendant de nombreuses années. Ça, c'est pas un truc qui, enfin, tu penses que malgré ça, ça peut pencher dans la balance? Bah, je me dis que ça va surtout pencher dans la balance si jamais il demande 20 millions par saison sur 4 ans, par exemple. Je pense. En fait, c'est toujours pareil, ça dépend de combien il va demander. Et,
Et s'il demande une somme qui est importante, ça t'offre, alors je ne dis pas un remplacement, hein, je ne dis pas que c'est le même joueur, etc. Pas du tout, c'est deux joueurs complètement différents. Mais pour autant, tu te dis peut-être que si tu l'as vu et tu te dis il revient en forme et tout, tu te dis, bon, ça peut compenser un peu. Donc tu es peut-être moins obligé de faire l'effort. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus dans ce sens-là que je dis ça. Mm, mm. D'accord. Ok. Je regardais du coup pendant que tu parlais, hein, donc Gallinari, 88, c'est bien ça, c'est moi qui le vieillissais. Il aura 35 ans cet été. Ok, Hugo, je te laisse conclure peut-être. Bah, juste pour revenir sur Gallinari, déjà, on aura peut-être un premier aperçu cet été parce que c'est pas encore fait, mais il y a des chances qu'il fasse la Coupe du Monde avec l'Italie. Donc, on pourra juger un peu du niveau qu'il a et surtout enfin, de sa remise en forme. Donc, ça pourra être un bon indicateur, même si ça interviendra quand même bien après la Free Agency. Donc peut-être que Grant Williams sera déjà parti à ce moment-là, mais donc, donc voilà. Mais non, moi je pense en tout cas que bon, je pars du principe par exemple que Grant Williams part. Pour moi, si Grant Williams part, on, on sera plus ou moins dans l'obligation de quand même restructurer un peu l'effectif parce que voilà, ça sera un peu light sur les postes extérieurs slash enfin en gros pour si on parle de rôle niveau spot-up shooting, ça sera quand même assez light. Et pour défendre sur des extérieurs adverses, on sera vraiment dans une sauce. Donc pour moi, ça passera par des moves de restructuration. Et je pense que le premier domino, ça sera Brogdon, dans le sens où on aura trois gardes payés entre 16 et 20 millions l'année. Et on pourra pas repartir avec ça, je pense. Donc il faudra faire un move, enfin prendre la décision de bouger un de ses gardes pour restructurer les ailes. Et je pense que Brogdon serait le candidat désigné si Williams venait à partir. Par contre, je pense que si on re-signe Williams et qu'on offre une extension à Brown, on restera avec le même roster, on partira sur les mêmes bases. Mais bon, je pars du principe que là, dans ce scénario, qu'on ne re-signe pas Williams. Et je verrais bien un trade de Brogdon contre un 3&D, mais plus type, bon, je vais, évidemment, ça suffit pas, hein, il y aura d'autres, la contrepartie sera bien plus élevée que ça, mais par exemple, je sais pas, un Anunoby, envoyer Brogdon, plus beaucoup de pics, sur ce type de joueur-là, ou, là, je vais faire du basket fantasy, mais pourquoi pas envoyer Brogdon pour un retour de Gordon Hayward qui est le chouchou de Brad Stevens, le chouchou de Joe Mazzulla, donc, et ça serait mon rêve, donc voilà, Et le chouchou d'Hugo, voilà. j'en ai rêvé cette nuit. Mais qui est le chouchou de plein de monde, hein, quand même, j'ai l'impression, dans l'équipe. Après, encore une fois, si ça venait à arriver, bon, ça n'arrivera pas parce que c'est juste un rêve que j'ai fait cette nuit, mais si ça, faudrait pas faire comme Robin et faire jouer deux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Le fameux Gordon Hayward arrière, pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous renvoie à l'épisode de draft où on cherchait donc à monter notre équipe idéale et voilà, Hugo avait très mal vécu le choix de Et Robin. depuis, je hante les nuits d'Hugo. Ouais, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, je me rappelle avoir vu qu'une fois, il y a eu un match cette saison où Gordon Hayward a été noté, bon, officiellement, hein, sur le site de la NBA en tant que shooting guard. Évidemment. J'avais pensé à toi, j'avais pensé à vous deux en fait, à Hugo qui devait être dégoûté et puis à Robin qui s'est dit ça y est, enfin on me comprend. Non, mais de toute façon, Charlotte, cette année, c'était une expérience sociale dans un futur. À part entière. Bien, bon, eh ben écoutez, messieurs, je pense qu'il va être temps de raccrocher le micro. Je vous remercie donc d'avoir partagé avec nous vos sentiments sur cette intersaison à venir. Ça va être intéressant à suivre, hein, on va voir tout ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de questions en suspens, donc que ce soit Jaylen Brown, même si, bon, d'après ce que vous en dites, et je pense que c'est un sentiment assez partagé,
même si on attend énormément de lui en contrepartie, il y a quand même de très fortes chances qu'il soit prolongé. C'est Keda. Et puis voilà. Et puis pardon, je t'ai pas entendu. C'est Keda. Il reste. Et puis ouais, bah écoute, je pense aussi personnellement. Et puis bon, par contre, il y a des sujets donc comme on l'a dit plus ouverts, les Peyton Pritchard, les Grant Williams, les Malcolm Brogdon. Qu'est-ce qu'on va faire avec les petits joueurs entre guillemets de l'effectif, le retour de Gallinari. Il y a plein de choses qu'on va suivre d'un œil attentif. D'ici là, on vous fixe pas spécialement de rendez-vous pour l'instant. On se retrouvera s'il y a un move important qui est fait. On vous Ouais, souhaite. peut-être qu'on fera un truc après la draft pour parler du joueur qu'on a pris ou pas d'ailleurs. Ah oui, pardon, après la draft. Ouais, c'est vrai que en fonction de ce qui se passera à la draft, c'est vrai que ce sera peut-être intéressant. Ça peut être animé, donc on ne sait pas. On fera le pot de départ de Peyton Pritchard. Voilà. Je ramène les curly, les gars. Bon, on fera peut-être un épisode un peu court, mais on en parlera à ce moment-là. Ça marche. Ok, bon les gars, bonne soirée à tous, chers auditeurs, à la prochaine. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures, donc probablement après la draft. Salut à tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.